Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, chargé entre autres de la défense et du numérique. Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Dimanche prochain, élection européenne dans les 27 pays de l'Union. Dans les débats télévisés, en meeting, les têtes de liste évoquent très souvent les véhicules électriques. Je vais commencer avec ça. En 2035, dans 11 ans, les voitures neuves, je dis bien neuves, à moteur thermique, seront interdites à la vente. La décision est maintenue, c'est clair. Bien sûr. Bien, parce que les constructeurs le demandent. C'est une décision qui a été prise du reste par le Parlement européen, je le rappelle, pas par la Commission européenne, par le Parlement européen, d'où la nécessité de bien choisir ses députés. C'est le Parlement européen qui a voté cette décision, et le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui en Europe, 8% des voitures électriques vendues sont chinoises, des milliers de voitures chinoises sont arrivées dans les ports européens pour être vendues, 25% des ventes de voitures électriques à la fin de l'année en Europe seront chinoises. Est-ce que les droits de douane, qui sont de 10% aujourd'hui sur les véhicules chinois, est-ce que ces droits de douane vont être relevés? Alors, comme vous savez, il y a une enquête qui a été diligentée donc par les services de la Commission européenne. C'est pas dans mon portefeuille, mais c'est mon collègue Valdis Dombrovskis qui mène cette enquête. Les résultats vont être connus dans la deuxième moitié du mois de juin. Donc, on est maintenant au bout de l'enquête. Donc, c'est pas à moi à vous le dire, parce que de toute façon, j'ai pas connaissance. Il faut attendre certainement. Ils seront relevés. Il faut s'y attendre, parce que généralement, quand une enquête, c'est l'une des enquêtes les plus lourdes qui a été menée. Elle a été menée de façon, bien entendu, extrêmement sérieuse. Alors, elle l'a fait de façon... enquête lancée il y a 9 mois. Elle l'a fait de façon très spécifique, notamment quasiment constructeur par constructeur. Et donc, voilà, je ne veux pas anticiper, mais ils seront relevés. C'est fort probable. Ils seront relevés, ils sont de 10%, ils peuvent passer entre 15 et 30%. On va voir, c'est à peu près ce à quoi on peut s'attendre, mais encore une fois, on ne va pas anticiper, mais c'est fort probable. Pour être efficace, ces droits de douane devraient être fixés entre 40 et 50%, disent les économistes. Oui, alors ça, je ne sais pas d'où ça sort, parce que tout le monde sort. Vous avez vu qu'aux États-Unis... on est à 100%. Oui, mais vous savez pourquoi, Jean-Jacques Bourdin ? Parce qu'on n'importe pas de voitures chinoises. Donc c'est facile, 0 fois 100, ça fait toujours 0. Donc c'est facile. Alors évidemment, il ne faut pas être naïf. On sait que on est en campagne électorale. Donc voilà, donc on sait aussi, donc il faut faire un peu attention à tout ça. Je pense que ce que fait la Commission européenne, qui est encore une fois chargée de mener cette enquête, me semble beaucoup plus sérieux et réaliste. Bien. Parce que certains s'inquiètent de la disparition de l'industrie automobile européenne, comme la fabrication des panneaux solaires a disparu en Europe, la sidérurgie européenne elle-même est malmenée. Vous le savez bien, Thierry Breton. Oui. Aujourd'hui, 55% de la production mondiale d'acier vient de Chine. Oui, c'est vrai, pas que pour l'Europe, c'est vrai pour tous les pays du monde. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis maintenant un certain nombre de mesures. Alors, on n'est pas dans du protectionnisme, on est tout simplement dans du rééquilibrage. Et pour parler très clair... La souveraineté européenne. Pour parler très clair, l'Europe est un très grand marché, c'est l'un des plus grands marchés du monde. Donc désormais, et j'ai beaucoup travaillé à ça pendant 5 ans, ça a été du reste... l'une des dimensions qui étaient les plus importantes de mon portefeuille en tant que commissaire au marché intérieur. Donc c'est fait pour développer le marché intérieur, mais pour le protéger aussi. Donc on a mis maintenant un certain nombre de barrières à l'entrée. En d'autres termes, si vous voulez rentrer sur le marché intérieur, très bien, mais voilà nos conditions. Et dans ces conditions, il y a en particulier le fait que il va falloir payer, si jamais vous parlez de la sidérurgie, tiens, à l'instant, Jean-Jacques Bourdin, si jamais vous produisez de l'acier sans respecter les critères que nous-mêmes nous imposons à nos propres industriels, eh bien vous allez payer les différences. Ça s'appelle la taxe carbone aux frontières. C'est quelque chose qui est très important. Encore une fois, je le répète pour nos auditeurs, c'est pas du protectionnisme, c'est tout simplement de la réciprocité. Thierry Breton, Marine Le Pen défend, Jordan Bardella défend la priorité nationale pour les marchés publics. Que répondez-vous ? C'est exactement ce que Gabriel Attal a répondu à Jordan Bardella et l'a mis en difficulté lors du fameux débat. Vous vous en souvenez, Jean-Jacques Bourdin ? Oui, bien sûr. Oui. Je lui dis, dans ce cas-là, ça veut dire que la France se renferme sur elle-même et c'est des centaines de milliers d'entreprises qui ne pourront plus exporter en dehors des frontières françaises. Donc c'est évidemment
du simplisme absolu et qui tient pas la route une seconde d'un point de vue économique. Ça veut pas dire pour autant, attention, ça veut pas dire pour autant qu'on donne des critères maintenant au niveau européen pour pouvoir effectivement favoriser les entreprises européennes. Jean-Jacques Bourdin, 14%, priorité européenne. 14% de l'activité économique, c'est effectivement des marchés publics en Europe. C'est énorme. Donc effectivement, maintenant, nous avons des critères pour effectivement, quand vous êtes une collectivité locale, et que vous voulez choisir par exemple des bus, des panneaux solaires, eh bien, si vous prenez de l'européen, vous aurez un plus. Panneaux solaires qu'on ne fabrique pas en Europe. On ne fabrique plus, mais j'espère qu'on va les fabriquer, puisque nous avons maintenant lancé beaucoup d'initiatives d'usines pour ce faire avec des soutiens. Est-ce que l'Europe privilégie encore le libre-échange ? Bien sûr, pas privilégie, mais en tient compte. Nous sommes un très grand exportateur, on ne peut pas se renfermer sur nous-mêmes, mais il y a un thème. Les États-Unis se referment sur eux-mêmes. Oui. Vous avez vu que les barrières douanières augmentent partout dans le monde. La Chine, l'Inde, le Japon et d'autres pays. Et l'Europe. Et l'Europe, on vient d'en parler. Donc aussi. bien sûr, on n'est absolument pas naïf. Oui. Mais nous sommes dans une logique, et c'est peut-être quelque chose qui est très important à dire. Il n'y a pas un seul pays qui peut lutter contre ce que vous venez de décrire à l'instant. Pas un seul. Parce qu'évidemment, ils sont trop petits. Regardez le drame absolu de la Grande-Bretagne qui est en train de s'effondrer parce que tout simplement, elle a choisi le Brexit. Ça devrait servir de leçon à beaucoup. Donc effectivement, on ne peut exister dans le monde que vous venez de décrire à l'instant que parce qu'on est un continent. Et si on est un continent, ça veut donc dire que, oui, on va faire de la réciprocité. Vous voulez rentrer sur mon marché? Alors voilà les conditions. Et si jamais vous ne les respectez pas, eh bien vous ne pourrez pas y rentrer. Si on n'a pas cette capacité d'être ensemble pour faire ce rapport de force, alors oui, il n'y a pas d'avenir, voire la Grande-Bretagne. Bien, ne pas signer le Mercosur, est-ce une bonne décision ou est-ce se tirer une balle dans le pied? Voilà exactement l'exemple de ce que je viens de vous dire, parce que le Mercosur, qui a été conçu depuis des années, n'avait pas intégré cette nouvelle dynamique que vous venez de rappeler à l'instant, celle des rapports de force, et donc de réciprocité dans les accords du Mercosur, tels qu'ils ont été conçus par, je dirais, les chantres de l'ultralibéralisme. Il n'y avait que l'ouverture. Bien maintenant, on dit ouverture, peut-être, dans les deux sens, mais réciprocité. Et s'il n'y a pas réciprocité, eh bien, il ne faut pas de Mercosur. Thierry Breton, motion de censure, RN et LFI, débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le gouvernement accusé de mettre en place une austérité sans précédent par LFI et accusé par le RN d'avoir volontairement sous-évalué le déficit. Est-ce que la dette de la France inquiète à Bruxelles? Franchement. La dette de la France, elle est évidemment ce qu'elle est, et donc pour pouvoir la réduire et pour faire en sorte que attends, je vais répondre. Allez-y. Pour faire en sorte que la France, comme tous les autres pays, respecte, je dirais, nos critères d'engagement communs dans le cadre du pacte de stabilité. Il y a désormais un chemin que chaque pays doit respecter. Pour la France, c'est un retour sous les 3% de déficit à l'horizon 2027, pas à l'horizon, en 2027. Donc il s'agit maintenant, pour chaque pays, y compris pour la France, de le respecter. Je n'ai aucun doute que Bruno Le Maire fait ce qu'il faut pour ça. Oui, enfin, vous avez été ministre de l'économie et des finances. Votre slogan, c'était pas de dette. C'est vrai, c'était effectivement, vous le rappelez implicitement, j'avais effectivement réduit la dette de la France. Je crois que c'était la dernière fois que ça s'est fait. Et pourtant, jamais la dette aujourd'hui. On l'avait réduit à 62%. Vous soutenez un gouvernement qui laisse la dette augmenter. Jean-Jacques Bourdin, je suis commissaire européen, donc par définition, je ne soutiens aucun gouvernement des 27. Non, mais vous êtes engagé. Mais je regarde ce qui se passe partout en Europe et je vois que chaque pays doit avoir une trajectoire. On vient de parler de celle de la France. Oui. Et la respecter. Oui, elle est à l'horizon 2027. Et effectivement, les mesures devront être prises. Elles devront être prises. Et je n'ai aucun doute qu'elles le seront. Mais ça veut dire, oui. C'est encore une fois. Ça veut dire des économies. Mais ça veut dire se donner les moyens, effectivement, de faire comme tout le monde. La France peut faire mieux sans dépenser plus? Bien sûr. C'est ce que dit Pierre Moscovici. Vous me le retirez de la bouche, j'allais vous le dire. C'est son rôle en même temps. Oui, mais il donne des voix et je pense que ces voix sont intéressantes. Et l'agence de notation Standard & Poor's qui a abaissé la note de la France, qui passe de A à A-. C'est comme si au bac, on passait de 18 à 17 sur 20, si j'ai bien compris. C'est insignifiant? Non, c'est pas insignifiant, Jean-Jacques Bourdin. Non, c'est pas insignifiant. Il faut toujours évidemment écouter ce que les uns et les autres disent sur vous. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les États. Ces agences de notation, encore une fois, elles ont un rôle, c'est de mesurer, je dirais, la crédibilité de votre capacité lorsque vous empruntez de pouvoir rembourser. Bon, la France évidemment peut rembourser. Elle est moins crédible. La France est moins crédible. Il y a 3 agences de notation. Vous venez de rappeler Standard & Poor's. Il y a également Fitch et Moody's. Fitch et Moody's avaient déjà
dégradé d'un cran la note de la France il y a déjà plusieurs mois. Il l'avait pas fait du reste lorsqu'il l'avait révisé au printemps. Standard & Poor's ne l'avait pas encore fait. Donc, les marchés, vous allez voir que, je dirais, les spreads, c'est-à-dire le coût de la dette, ne vont pas augmenter parce que les marchés avaient quelque part, il faut pas se raconter l'histoire, anticipé cela, que la troisième agence fasse comme les deux autres. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que on va pas s'attendre avec cette décision à un surenrichissement du coût de la dette parce que c'est anticipé, mais ça indique effectivement que voilà, la France est évidemment beaucoup plus endettée qu'elle ne l'était il y a quelques années, et donc il y a un élément d'attention. C'est la raison pour laquelle nous avons, en accord avec les 27, y compris la France, nous avons donc, c'est notre rôle à Bruxelles, dit voilà le cheminement que la France doit emprunter pour rester dans des normes qui sont acceptables à l'horizon 2027. Les élections européennes, dernier sondage, Jordan Bardella à 33,5, Valérie Hayer à 15,5 et Glucksmann à 14. Est-ce que le boulet pour Valérie Hayer est Emmanuel Macron? Mais non, je crois que c'est un peu ça. Contre l'extrême droite, il a été élu 2 fois. Rempart contre l'extrême droite. Aujourd'hui, marchepied de Marine Le Pen. Alors, à l'heure où nous parlons, Jean-Jacques Bourdin, puisque vous parlez d'élections, de sondages, j'ai vu dans les sondages également que un tiers des électeurs ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Un tiers. 5 jours, un tiers des électeurs. C'est beaucoup, Jean-Jacques Bourdin. Ça veut dire qu'il y a un tiers de ceux qui nous écoutent ce matin qui savent pas encore pour qui ils vont voter. Deuxièmement, vous savez, dans ces listes, c'est assez curieux parce que vous avez des listes qui sont vraiment pro-européennes, qui disent voilà tout ce que l'Europe nous a apporté, ça nous a protégés contre les coûts de l'énergie, ça nous a protégés contre les vaccins, ça nous a protégés pour les vaccins, ça nous a protégés contre l'inflation, voilà. Et puis il y a ceux qui sont un peu pas très clairs. Et c'est vrai que, et je veux dire aucun jugement, les électeurs font ce qu'ils veulent, bien entendu, ils vont voter pour qui ils veulent, bien entendu. Valérie Hayer, vous. Bien entendu. Évidemment. C'est la seule vraie liste. Vous êtes un commissaire européen pas très neutre, quoi. Ah non, mais là j'ai tout à fait le droit de le dire dans mon pays pour qui je vote. On a le droit, on est évidemment des hommes politiques, et donc nous sommes dans une période où nous avons le droit d'exprimer nos opinions. Évidemment, je dis, il faut voter Valérie Hayer parce que c'est la seule liste européenne. Regardez la liste de monsieur Bardella. Là encore, des sondages, c'est pas inintéressant. Alors je sais pas s'ils sont vrais, mais aujourd'hui, pour vous montrer la duplicité ou le fait que c'est pas clair, 2 tiers des électeurs de Jordan Bardella, dernier sondage, disent qu'ils vont voter Jordan Bardella parce qu'il va sortir de l'Europe et qu'ils veulent sortir de l'Europe. 2 tiers. Un tiers des électeurs de M. Bardella disent « Ah ben non, je vote M. Bardella parce qu'il va rester dans l'Europe ». Alors, qui se trompe? Les 2 tiers ou le 3e tiers? Moi, je dis au 3e tiers, si vous voulez vraiment voter Europe, il faut pas aller chez M. Bardella, parce qu'à mon avis, c'est les 2 tiers qui ont raison. Il faut toujours écouter ce que disent les Français. Où en est la défense commune européenne, Thierry Breton? Que mettre en commun? Alors, mettre en commun le maximum de notre capacité de production. Et là encore, que de fake news. Certainement pas, comme le dit Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, partager l'arme nucléaire. Jamais le président de la République n'a dit ça. Jamais, je le dis très clairement à nos auditeurs, jamais, et jamais ce ne sera fait. Ça veut dire uniquement que dans la dimension, dans la stratégie de dissuasion européenne, française, le président de la République l'a rappelé, il y a une dimension européenne. Ça veut dire qu'évidemment, si un pays est attaqué comme l'Allemagne, la France réagira. Mais rien d'autre. De même, jamais le président de la République n'a dit qu'il y aurait une armée européenne. Parce que, Jean-Jacques Bourdin, il n'y en aura pas. Parce que la défense, c'est la souveraineté des États et ça le restera. Alors, je sais bien qu'on veut faire peur aux Français en leur disant « Regardez, si vous votez Hayer, vous allez voter... » Mais bien entendu que non, il n'y en aura pas. Parce que la défense restera à la main des États. Mais en revanche, que mettrons-nous en commun? La capacité de produire. Parce que c'est ça dont il s'agit. Nous sommes un continent. Et quand on fait, par exemple, ce que j'ai fait avec les munitions, il y a 35 usines en Europe. Et il y en a qui font de la poudre, il y en a qui font des explosifs. On les a mis ensemble pour pouvoir faire en sorte que désormais, en 18 mois, Jean-Jacques Bourdin, en 18 mois, vous m'entendez bien, on va multiplier par 4 la capacité de production de fabriquer ces fameux obus en Europe, parce qu'on se met ensemble. Donc oui, la seule chose qu'on va mettre ensemble, mais il y a une nécessité, c'est notre industrie de défense pour produire plus et plus vite, parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus instable, parce qu'on peut plus compter sur les Américains uniquement, parce que voilà ce qui se passe à nos frontières. Donc oui, aujourd'hui, dans ce monde de rapport de force que j'expliquais tout à l'heure, eh bien, il y a aussi notre capacité, et c'est un message qu'il faut envoyer en particulier à Vladimir Poutine, que notre industrie de défense, et je vous le dis, elle est supérieure très nettement, et elle se le sera encore plus à la capacité industrielle russe. Ça aussi, c'est de la dissuasion. Il faut doubler le budget européen, disait Emmanuel Macron la semaine dernière. Doubler le budget européen, mais comment ?
Avec un grand emprunt? Avec comment? Alors, demander plus d'efforts budgétaires, plus d'efforts financiers aux États? Comment? Il y a deux choses. D'abord, je rappelle que c'est le budget européen, c'est 1%. Hein, Oui. C'est pas beaucoup. 18 000 milliards le PIB, c'est pas des montants, considérables. Donc oui, aujourd'hui, par rapport à tous les enjeux, je dirais, vitaux qui sont les nôtres, où il faut se mettre ensemble pour nous protéger contre l'inflation, pour nous protéger contre les prix de l'énergie, pour nous protéger contre ceux qui veulent agresser notre continent. Oui, bien sûr qu'il faut dépenser un peu plus, et un peu plus ensemble. Le mot c'est ensemble, hein, Jean-Jacques Bourdin. Ensemble. Oui. Parce que, encore une fois, un pays qui voudrait le faire tout seul, il est rayé de la carte. Donc prendre des décisions communes. Donc prendre des décisions communes. Et ça veut donc dire une taxe européenne sur les transactions financières. Ça veut dire, alors on l'a dit tout à l'heure avec des taxes pour ceux qui veulent bénéficier du marché intérieur européen. On l'a dit tout à l'heure avec le carbone. Il y en aura d'autres, par exemple pour les géants du numérique. Pour ceux qui veulent rentrer sur notre marché intérieur, oui, ça peut avoir un coût parce que vous rentrez sur le marché intérieur, vous bénéficiez de 450 millions de consommateurs. Ben voilà, ça peut avoir aussi un prix. Et sur les transactions financières et sur les super profits. Alors là aussi, Jean-Jacques Bourdin, la fiscalité, je le redis aussi à nos auditeurs, la fiscalité, ça reste encore une fois à la main des États. Et c'est bien comme ça. Alors, on peut se mettre ensemble à 27, mais à l'unanimité. Et c'est bien que l'unanimité. Au niveau européen. Oui, bien sûr. Et je le dis, bien sûr, il faut à ce moment-là que les 27 soient d'accord, mais les 27, pas les 26. La France rechigne. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La France a été très leader sur la taxe sur les géants du numérique. Je ne suis pas d'accord. Oui. Voilà, mais pas sur les transactions financières. Eh bien, on verra dans quel domaine. Mais pour reprendre précisément ce que vous avez suggéré tout à l'heure, oui, il y a aussi une capacité, effectivement, d'emprunter en commun, comme on l'a fait à l'occasion de la crise du Covid. Les contribuables. Mais non, européens, ça veut dire sur le budget européen, évidemment, et notamment avec les ressources propres qui vont augmenter, parce que ça a été ce qu'a demandé à juste titre le président de la République Emmanuel Macron, mais ça aussi on va le faire à 27, les ressources propres, ça veut dire aussi faire payer un peu plus ceux qui veulent rentrer sur le marché intérieur. Moi j'y suis favorable. Bien, l'énergie, important l'indépendance énergétique de l'Europe. Et pour la compétitivité aussi. Et pour la compétitivité, l'Europe qui importe encore un peu de gaz russe, les Français notamment. J'ai regardé ce chiffre qui m'a frappé depuis le début de l'année, 600 millions d'euros. Nous avons, en achetant du gaz liquéfié, nous avons versé à l'effort de guerre russe 600 millions d'euros. Oui, on peut dire ça comme ça. Je rappelle. C'est la réalité, Thierry Breton. Oui, je rappelle que le gaz ne fait pas partie des sanctions. Il y a eu 13 paquets de sanctions qui ont été votés les uns après les autres à l'unanimité, je le dis bien, contre la Russie à juste titre. On n'a pas mis de sanctions donc sur le gaz, mais tout simplement parce qu'on en avait encore besoin. Et on peut l'acheter ici, on peut l'acheter là. Mais à partir du moment où, effectivement, maintenant, on est de plus en plus décarboné, on a diversifié nos ressources, je doute fort que dans les mois qui viennent ou semestres qui viennent, on achète encore beaucoup de gaz russe. Oui, sauf que les importations de gaz russe ont augmenté en France plus que partout ailleurs en Europe. Oui, mais c'était très passager, très temporaire. Donc voilà, nous verrons. Voilà. Thierry Breton. Mais non, mais attendez, on est le pays européen qui a le meilleur mix énergétique, je le dis, par rapport évidemment à nos objectifs en particulier de décarbonation, grâce à notre parc nucléaire et grâce maintenant à nos parcs d'énergie renouvelable. Est-ce que l'Europe va permettre de faire baisser les factures d'électricité dans les mois et les années qui viennent? Regardez déjà, regardez, il y a un an et demi, on était à des prix stratosphériques sur et le prix du gaz et le prix de l'électricité. On est retombé maintenant à des prix qui sont normalisés. Donc bien sûr que c'est grâce à l'Europe qu'on va faire baisser de façon significative et stabiliser le coût. Le coût va être le coût de quoi? De l'électricité, parce qu'on va de plus en plus utiliser l'électricité, grâce en particulier à nos investissements dans le nucleaire. Comment se fait-il que la Hongrie soit encore dans l'Union européenne? Mais parce que cheval de Troie de la Russie. Mais parce que par exemple, mais pas que. Et des Chinois. Voitures électriques qui seront construites en Hongrie, donc qui pourront inonder le marché européen. Jean-Jacques Bourdin. Oui. C'est parce qu'encore une fois, notre projet européen, c'est un projet où on met ensemble, et moi je vais très souvent en Hongrie, il y a beaucoup de choses positives qui se passent en Hongrie, en particulier la Hongrie est en train d'investir massivement dans son industrie de défense qui va nous aider à mieux nous défendre globalement. Elle ne sera pas au service des Russes. Mais elle sera au service des autres Européens qui eux-mêmes font ce qu'ils veulent de ces armements ou de ces munitions. Donc c'est plus subtil que ce que l'on croit. Et croyez-moi, Viktor Orban est plus subtil que ce que l'on croit. Maintenant, les États membres ont le droit de prendre des positions parce qu'ils sont là encore, et contrairement à ce que M. Bardella a dit, la politique étrangère
est encore à la main et le restera à la main des États. C'est la souveraineté. Et ça va pas changer. Donc si M. Orban dit ce qu'il veut dire, il a le droit. Maintenant, à charge pour nous de le convaincre que globalement, il vaut mieux faire ce que l'on fait. Voilà, et il est grand voisin, effectivement, il a aussi son histoire, les pays ont leur histoire, il dépend pour beaucoup, encore une fois, d'une activité avec la Russie, en particulier avec l'énergie, vous venez de le dire, il est en train de s'en sortir, donc ne soyons pas dupes, il y a des jeux qui se passent. Moi je sais que quand je vois ce qui s'est passé, eh ben, il a voté les paquets de sanctions, il les a votés. Est-ce qu'il faut remettre en cause le droit de veto ? Non, jamais il a tes questions, ça encore. Droit de veto, c'est sur quoi? Là encore, Gabriel Attal l'a rappelé à M. Bardella qui semblait l'ignorer. C'est pour la politique étrangère, pour la défense, pour la fiscalité. Il n'a jamais été question de le remettre en cause. Bien. TikTok. En février, l'Union européenne a ouvert une enquête pour déterminer si le réseau social chinois enfreint le règlement européen sur la protection des mineurs. Oui, on a ouvert même deux enquêtes. Deux enquêtes. Elles sont en cours. Alors, elles sont très, très, très sérieuses. On a évidemment des suspicions extrêmement fortes. L'enquête est en cours, donc j'en suis donc chargé avec mes services, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si nous l'avons ouverte et si nous la poursuivons actuellement, c'est parce que nous avons des indices extrêmement forts qu'elle ne respecte pas, dans certains aspects, la réglementation européenne. Je rappelle que si tel est le cas, les sanctions seront extrêmement lourdes. Quelles sanctions? Quelles sanctions possibles? Deux types de sanctions. D'abord, des sanctions qui sont pécuniaires, très importantes, 6% du chiffre d'affaires mondial. Et si jamais c'est pas corrigé, interdiction qui peut être décidée par un juge, donc momentanément ou plus du réseau. Bien entendu, ça fait partie de la loi. Donc je n'ai aucun doute que cette loi, elle sera respectée, mais nous faisons un travail avec mes services extrêmement sérieux. Réponse attendue prochainement. 8h56, merci Thierry Breton d'être venu nous voir ce matin, 0826 300 300. Allez, nous nous retrouvons juste après les infos de 9h pour débriefer, si je puis dire, pour évoquer tout ce qui vient d'être dit et toute l'actualité évidemment. À tout de suite.